Merci. Bonjour. Donc, je vais parler en français. Donc, je sais qu'il est tard, hein. On va, on va essayer d'aller droit au but. Voilà. Alors, surveillance des POP dans les déchets. Donc, voilà le plan de l'exposé. Les POP, je ne vais plus vous les présenter. Vous les connaissez aujourd'hui. On va se centrer sur les plastiques, puisque les plastiques sont largement additivés avec des substances qui étaient autorisées à l'époque de la fabrication de ces articles, mais qui sont devenus pop depuis. Et les plastiques sont recyclés le plus largement possible. Voilà, il faut vérifier la présence de retardateurs de flamme bromée dans les plastiques recyclés. Alors, par quelle méthode de mesure? Donc, 3, la mesure. Ça ne va pas être des mesures de labo, ce seront des mesures de terrain que je vais vous présenter. Ensuite, on rentre dans les résultats, c'est-à-dire que, et vous l'avez vu dans les présentations précédentes, on a toujours des distributions de concentration asymétriques, c'est-à-dire beaucoup de valeurs faibles ou inférieures à 0, et puis quelques valeurs fortes, donc jusqu'à 5%, 15%, puisque un retardateur de flamme bromée, il est utilisé normalement à 10 ou 15% en concentration dans le plastique, sinon il n'a pas d'effet retardateur de flamme. Donc 15%, ça fait 150 000 mg par kilo. Et donc, vous comprenez tout de suite qu'il faut isoler, ce que dit Roland d'ailleurs, il faut absolument séparer les quelques particules à 100 000, 150 000 mg par kilo, parce qu'elles font monter la moyenne de tout le lot, donc des 99 autres pourcents de particules, de 5, 6, 7 mg par kilo à 1500, 2000, 2500, et donc font dépasser les limites autorisées pour le recyclage. On va vous présenter tout ça. Donc les conséquences, il faut trier, il faut augmenter le taux de collecte pour capturer correctement tous ces retardateurs de flamme bromée. Et quand on fait des contrôles de conformité, il faut échantillonner correctement, puisqu'il faut être sûr que si ces particules très concentrées sont présentes dans la population, dans ce qu'on veut échantillonner, rare, il faut que dans l'échantillon soit suffisamment grand pour qu'il y ait la même fréquence de ces particules rares dans l'échantillon que dans la population. Sinon, vous sous-évaluez la concentration. Alors, la gestion, voilà, quels sont les modes corrects de gestion? Ce n'est pas le stockage. Et des questions donc, plus organisationnelles ou plus politiques, c'est-à-dire, bon, qui paye, puisqu'il faut incinérer les POP, donc c'est une dépense, c'est un coût. Qui? Donc, en Europe, on a, après beaucoup de tâtonnements, on a réglé ça par le principe de la responsabilité élargie du producteur et sa mise en œuvre par des organisations qui ont un mandat public. Je vais vous expliquer ça brièvement. Et donc, la conclusion, c'est qu'il faut construire collectivement, donc toutes les parties, les metteurs les autorités publiques, les instituts scientifiques, les metteurs sur le marché, les recycleurs, les consommateurs, les associations, les fédérations professionnelles, un système qui permette d'éliminer ces substances. Alors, les POP, donc vous les connaissez, voilà, ça c'est une partie d'un tableau. Ce sont des pesticides. Regardez à droite, donc la dernière colonne, c'est une colonne qu'on appelle annexe 4, c'est-à-dire c'est la teneur maximale de chacune de ces substances qui peut se trouver dans un matériel. Par exemple, des bidons plastiques ayant contenu le pesticide ou des emballages de produits phytosanitaires qui ont contenu le pesticide et où il y a eu une certaine imprégnation du polymère, puisque dans la préparation commerciale, les pesticides, ils vont être à 200, 300, 400 grammes par litre. Donc vous comprenez bien qu'il y a une partie qui va
Un polymère, c'est comme un plat de spaghettis. Le polluant, le principe actif, le pesticide, va diffuser dans ce plat de spaghettis. Donc, au-dessus de 50 mg par kilo, vous ne pouvez pas recycler, par exemple, des emballages phytosanitaires. Pour les retardateurs de flamme bromée, donc il y a des différentes concentrations. Bon, l'hexabromodiphényle, il est obsolète. J'essaie d'avoir le pointeur là, mais je ne le vois pas. Ah pardon, je me trompe. Voilà. Donc l'hexabromodiphényle, il est... Pardon, j'ai changé de dia. Je remonte. Non, excusez-moi. Alors, l'hexabromodiphényle, bon, sa production a été limitée aux États-Unis. Voilà, on n'en trouve jamais. Bon, les bromodiphényléters donc sont importants, présents. Ce qu'il faut retenir, c'est 1000 mg par kilo pour la somme. Et en Europe, il y a eu des décisions donc, de baisser progressivement au cours du temps la limite dans des plastiques recyclés. L'hexabromоcyclododécane, donc ça c'est un exemple qu'on vient de voir, c'est dans le polystyrène d'isolation des bâtiments, 1000 mg par kilo avec une baisse progressive. Bon, il y a encore d'autres substances, donc je vais passer ça puisque vous connaissez toutes ces listes de POP. L'important, c'était la colonne limite maximale de concentration. Alors, il faut évidemment pouvoir déterminer dans un lot de broyeurs de plastique venant de l'automobile, dans un lot de plastique venant de la construction, contient-il des retardateurs de flamme bromée interdits? Première étape, donc c'est la sélection par la teneur en brome total. On dispose d'un appareil. Voilà, donc c'est un fluorimètre portable qui a été présenté déjà plusieurs fois. Donc en 30 secondes à 1 minute, vous mesurez environ 40 éléments. Il faut que vous ayez une calibration pour les plastiques. Cet appareil existe par exemple chez les ferrailleurs qui vont déterminer les alliages, la qualité des alliages inoxydables, la teneur en chrome, en vanadium, en nickel, puisque la valeur de ces déchets, qui vont être de ces ressources, dépend de ces teneurs. Ils vont déterminer les différences entre le bronze et le laiton, donc qui sont des alliages cuivre, zinc, étain, etc. Donc ça existe. Ça existe chez les géologues qui font de la prospection minière. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs en Tunisie. Ça existe dans les bureaux d'études de cités sols pollués, etc. Mais, donc il faut s'assurer qu'il y ait l'option du logiciel plastique si vous faites de la mesure de brome, de chlore. Alors, donc contrairement à ce qu'a dit Roland avant moi, malheureusement, donc on peut pas mesurer. Enfin, on mesure le fluor. Il existe un appareil qui mesure le fluor total, mais seulement à des concentrations entre 1 et 10%, avec une chambre spéciale à l'hélium et un équipement spécial. Donc, mesurer 1 à 10% de fluor, je n'ai pas présenté les limites pour les PFAS, etc., mais c'est très, très, très au-dessus. Donc, vous allez détecter du téflon ou donc des plastiques qui sont pas encore interdits, c'est leurs précurseurs qui sont interdits. Le téflon, c'est très utile voilà, dans tout ce qui est frottement, joints, bagues, etc. Donc vous allez détecter qu'un plastique est du téflon, vous n'allez pas détecter de façon significative des PFAS. Donc pour l'instant, c'est chlore et brome. Alors voilà, vous avez tous les intérêts. Donc si un plastique contient du brome total, ça ne veut pas dire qu'il contient des retardateurs de flamme bromés POP, puisqu'il y a eu substitution des molécules au cours du temps. Donc c'est darwinien, hein, c'est-à-dire l'industrie a toujours évolué. Par exemple, dans les bromodiphénylétères, elle a fait le penta, puis l'hexa, puis l'hepta, puis l'octo, et puis le déca. Voilà, elle a toujours évolué. Voilà, je ne me souviens plus du cas, mais il y a un cas où en fait ils ont rajouté un hydroxyle à un endroit dans une molécule. Oui, c'est ça, c'est le substitut du décabromodiphényléther qui porte un nom, je ne me souviens plus. Ils ont rajouté un groupement OH dans la molécule, voilà. Sauf qu'elle a le même effet endocrinien que l'hexabromodiphényléther, que le décabromodiphényléther, pardon.
Donc c'est une course permanente entre l'industrie qui sait que ça va être interdit, qui substitue, et les labos, la recherche, les instituts publics qui identifient, qui font les dossiers, qui aboutissent à une discussion scientifique, à l'interdiction. Mais pendant ce temps-là, l'industrie a déjà préparé l'additif suivant. Alors, voilà un exemple. Tout ça, c'est publié. Vous avez la liste des références à la fin. Ce que je veux vous montrer ici, donc, c'est sur 5 groupes, c'est-à-dire déchets d'équipements électriques et électroniques, véhicules en fin de vie, plastique de la construction, textile et ameublement, et emballage non alimentaire. Donc, pour ces différents retardateurs de flamme que vous connaissez ici, donc le nombre de données de la littérature, au total, là, tout ça, ça fait environ 5700. Donc, on a épluché pendant 3 mois des publications, etc. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est la différence entre la médiane et la moyenne. Donc, la médiane, vous savez que c'est la teneur atteinte par 50% des échantillons quand vous les classez par ordre croissant. Hein, c'est comme l'espérance de vie, c'est la durée de vie atteinte par 50% de la population. Et la moyenne, c'est la moyenne que vous connaissez. Donc, à partir du moment où vous avez 7 mg par kilo de teneur médiane et 2600 de teneur moyenne, ça veut dire que vous avez quelques particules, vous voyez, 154 000 mg kilo, qui vont complètement tirer la moyenne. Sauf que si vous ne les enlevez pas du lot, que vous broyez tous ces plastiques, vous les recompondez, comme on dit, vous en refaites des granules qui repartent dans la plasturgie, vous allez avoir cette teneur moyenne, et qui est, dans ce cas-ci, au-delà des 1000 mg par kilo qu'on avait vu, annexe 4, la colonne de droite des tableaux. Vous voyez? Donc, ce sont des distributions complètement asymétriques. Alors, voilà, ce sont les mêmes données, quelques exemples. Donc, ça, c'est un histogramme de fréquence, c'est-à-dire ici, vous avez des concentrations, ce sont des gammes, ce n'est pas présenté, mais ce sont des gammes sur une échelle linéaire, et sur l'axe Y, donc la fréquence cumulée. Donc, vous avez environ 90% des données qui sont à zéro, limite de Canty, et puis quelques valeurs, ce sont des fréquences cumulées, qui font augmenter, enfin, quelques valeurs qui aboutissent, donc qui sont présentes jusqu'à 150 000 mg par kilo. Ça, c'était dans les plastiques d'équipements électriques et électroniques. Dans les plastiques de véhicules, c'est la même chose. Vous voyez, de nouveau, 90% de plastique propre, entre guillemets, et puis on monte jusqu'à des valeurs très élevées. La même chose dans les plastiques de construction, la même chose dans les textiles. On retrouve toujours cette même distribution. En fait, vous l'avez vu plusieurs fois dans les exposés précédents, mais les auteurs n'utilisent pas toujours une échelle linéaire ou définissent eux-mêmes des gammes, mais en réalité, ce sont toujours ces mêmes distributions. Voilà, l'hexabromocyclododécane dans les plastiques de construction, donc dans le polystyrène, c'est pas, vous voyez, toujours 90% 100 et 10% contaminés jusqu'à des concentrations très fortes. Alors, les mêmes données, donc présentées en pourcentage d'échantillons dépassant les limites. C'est un travail qui a été fait pour la Commission européenne, donc auquel j'ai participé. C'est-à-dire, bon, la limite était à 1000 mg par kilo, par exemple pour le décabromodiphényléther. Et donc, on leur a produit ce graphe en disant, voilà, vous avez 84% des données de la littérature qui sont inférieures à 1000 mg kilo. Si vous descendez la limite réglementaire à 500, vous avez 80% des données. Donc, on perd 4% du plastique qui ne sera plus recyclable, puisqu'il sera au-dessus de la nouvelle limite. Si vous mettez la limite à 250 mg kilo, vous allez descendre à 79% de plastique recyclable. D'accord ? Donc, ce sont des études d'impact pour les législateurs qui permettent de fixer un curseur raisonnable, puisque dans l'économie circulaire, il faut accepter qu'on n'arrivera pas dans les recyclats à la pureté de produits neufs qui viennent de la pétrochimie, du raffinage, donc il y a toute une série d'étapes, et puis de la synthèse des chimiques dans l'industrie chimique, des retardateurs de flamme bromés. Voilà, il y aura une moindre pureté. Donc les plastiques seront un peu moins purs. La question, c'est est-ce que c'est acceptablement pour l'environnement et pour la santé publique
moins pur, ou est-ce que non, il faut arrêter? Alors, toujours un exemple de distribution. La distribution, on a vu des distributions bimodales, c'est-à-dire 90% à zéro et puis des valeurs. Ici, ce sont des tubes cathodiques, c'est-à-dire c'est les caisses des grosses télévisions, comme l'étude du Nigeria qu'a présenté Roland. Et là, c'est trimodal, c'est-à-dire que donc c'est 350 données, ça a été produit par moi-même. Donc, vous avez une grande partie des échantillons qui sont à zéro, puis vous avez des échantillons qui sont environ à 3000 mg/kg, ce qui n'est pas ignifugeant, ça ne retarde pas les flammes. Et on le voit, d'autres chercheurs ont trouvé ça. On pense que c'est du plastique ignifugé, c'est-à-dire la dernière partie, là c'est 80 000, 100 000, 150 000 mg/kg, qui a été recyclé en petite proportion, et donc qui aboutit à des caisses de télévision où il y a un peu d'hexabromоcyclododécane, mais pas assez pour avoir un effet ignifugeant. Vous voyez, ça c'est un cas de mauvaise économie circulaire, où des plastiques avec de l'hexabromоcyclododécane ont été recyclés, voilà, sûrement de bonne foi, mais donc ce qui donne en distribution, voilà, des distributions comme ça, trimodales. Alors, quelques données rapidement sur les perfluorés, parce qu'il y en a très peu dans les déchets. Donc, vous voyez, voilà, vous commencez à connaître, toujours la même chose. Donc, ce sont des données de la littérature. Donc, vous avez toujours 90% des données très basses, et puis quelques teneurs plus élevées, donc jusqu'à 600 mg/kg. Voilà, ce sont des articles, différentes choses. Ça, ici, c'est un focus sur le supérieur à 10 mg/kg. Donc, vous voyez l'échelle. Donc, c'est un zoom de la première partie ici de cette distribution, puisque donc l'échelle X s'arrête à 10 mg/kg. Vous avez là un détail, c'est 83% des données de l'ensemble de l'étude. Non, pardon, de l'ensemble des plastiques inférieurs à 10 mg/kg qui sont inférieurs à 1, qui est la limite pour recycler aujourd'hui en Europe. Donc, voilà. Le problème, c'est comment extraire les 17 autres pourcents. Alors, bon, ça, je passe. Donc, voilà ici un exemple. Enfin, on a recherché quels articles quels articles avaient une concentration supérieure à 10 mg/kg. Et donc, voilà, ce sont des agents d'imperméabilisation. La photographie, ça c'est nanospray, cleaner, etc. Voilà, bon, vous voyez que ce sont des teneurs faibles, ce sont des traitements, des additifs. Les fortes teneurs sont des membranes perfluorées qu'on trouve dans des batteries de véhicules électriques, donc ça va être un sujet, dans des électrolyseurs, dans des... c'est utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs, mais comme solvant, donc ça ne se retrouve pas dans les chips électroniques. Voilà, il y a quelques secteurs professionnels qui sont vraiment concernés, qui utilisent beaucoup de PFAS. Sinon, par exemple, le textile, c'est fini. Depuis 5 ans déjà, par exemple, Decathlon, qui était un gros utilisateur de Gore-Tex. Je ne sais pas si vous avez vu que Gore-Tex contenait des... Donc, vous voyez ce que c'est le Gore-Tex? Donc, c'est des textiles respirants. Donc, votre transpiration s'en va, mais quasiment imperméable à l'eau. On peut vous pleuvoir dessus, vous n'allez pas être mouillé. Donc, c'est miraculeux. Ça fait passer dans un sens et pas dans l'autre. Eh bien, donc, depuis plus de 5 ans, le groupe Decathlon a trouvé un substitut non fluoré secret qu'il ne mentionne pas, et il va contrôler chez ses fournisseurs en Asie une fois par an que c'est bien cette molécule-là qui est utilisée. Voilà, ils visitent leurs producteurs, ils vérifient, ils demandent les étiquettes, les factures, les bidons, etc. C'est Dixit Decathlon. Donc, ils ont éliminé les PFAS. Donc, par exemple, dans les textiles, déjà, c'est très faible. On est dans les milligrammes kilos. On n'a pas de méthode de terrain pour les trouver. On ne peut pas analyser chaque textile au labo. Et de toute façon, l'industrie est déjà un pont plus loin, comme on dit dans la guerre. Donc, ils sont déjà une étape avant nous. Donc, il faudra se concentrer, à mon avis, pas sur ces sujets-là, mais sur les déchets de l'industrie
donc des électrolyseurs, voilà, certaines parties des industries électriques, électroniques qui utilisent ça et qui se retrouvent dans leurs articles, qui de toute façon sont des articles qui ont de la valeur. Les batteries électriques, les batteries des véhicules électriques, personne ne va les abandonner, personne ne va les laisser. Au contraire, les constructeurs souvent louent la batterie à l'acheteur de la voiture. On vous loue la batterie, donc on vous la reprend quand elle est usée. Parce que il y a une lutte mondiale pour les métaux, donc lithium, vanadium, lithium, tantal, cobalt, etc. Et donc, voilà, ils cherchent à assurer leurs ressources pour les productions futures. Donc ces déchets-là, ils ne seront pas abandonnés, ils seront gérés par des grandes sociétés industrielles et donc contrôlables et gérés de façon sérieuse. Donc personnellement, je ne suis pas tellement inquiet pour les PFAS, mais bon, j'espère ne pas me tromper. Alors voilà, ça c'est ce que je disais. Donc malheureusement, pour les perfluorés, d'après Bruker, donc qui est le seul fabricant d'instruments à fluorescence exportable, il annonce une limite qui est sur son site de 1 à 10%. Donc ça n'a pas d'utilité vraiment pratique. Alors, donc, c'est toujours les mêmes données. Donc, comment faire donc, face à ces problèmes de distribution asymétrique? Alors, donc, je conclus. On a de façon générale ces distributions asymétriques. Il est impossible de prédire la concentration d'un retardateur de flamme dans un objet donné ou même dans une population. Il faut faire des mesures. On n'est plus dans une logique de distribution gaussienne ou normale. Et on a énormément de cas qui illustrent cela. Alors voilà, toujours les mêmes données. Je vais passer. Donc, ce sont les derniers centiles qui créent la moyenne, comme je vous l'ai dit. Je passe. Oui, pardon. Juste, excusez-moi, je reviens en arrière. Ça, c'est intéressant. Donc, vous avez ici donc des plastiques bromés vrac, voilà, avec leur distribution simple et la distribution cumulée. Et là, des plastiques bromés triés, c'est-à-dire qui sont passés dans une machine que je vais vous montrer plus tard. Et même après tri, vous avez encore cette distribution, mais vous ne dépassez pas les limites de concentration. Mais donc, apparemment, c'est vraiment inhérent à ces plastiques, c'est que vous avez à chaque étape, même dans la partie tout au début là, de la courbe, vous avez toujours cette distribution asymétrique. Alors, une conséquence de ça, et on peut faire un calcul, on va supposer qu'on a un plastique où on a 90% des particules à 0 mg/kg. Vous voyez, on a vu ça fréquemment dans toutes les distributions. Et 10% des particules à 100 000 mg/kg, ce qui est la concentration fonctionnelle. D'accord ? Donc on a un broyat de, je sais pas, des équipements électriques et électroniques, on sépare les métaux et puis on a un broyat de plastique ou une série de plastiques et on va faire un calcul théorique pour savoir s'il vaut mieux, pour éliminer les POP, c'est-à-dire ne pas qu'ils partent dans le recyclage, dans les nouveaux articles qui reviennent en contact avec les consommateurs, ensuite qu'ils soient recyclés, etc., pour arrêter la boucle des POP. Comment faut-il faire? Est-ce qu'il faut abaisser la limite de concentration réglementaire ou est-ce qu'il faut collecter plus? Bon, il faut faire certains calculs qui sont simples. Donc je reprends. On a une population, on a 90% à 0 mg/kg et 10% à 100 000 mg/kg. La moyenne, c'est 0,9 fois 0 plus 0,1 fois 100 000. Donc ça fait 10 000. Bon, on est au-dessus de la limite de 1000. Alors, on suppose que le taux de collecte initial, c'est-à-dire l'ensemble de ces plastiques dans toute la société, dans toute la ville, il n'y en a que 50% malheureusement qui sont collectés et qu'on autorise dans les matériaux recyclés 1000 mg/kg. Donc pour l'instant, ce lot-là, il ne peut pas aller en recyclage, il est en teneur moyenne 10 000. Donc on va calculer un effet de la réduction
de la concentration autorisée ou un effet de l'augmentation du taux de collecte. Alors, c'est publié, c'est sur Internet, c'est pas très compliqué, mais enfin, voilà, voilà. Et ça donne ceci, c'est-à-dire, en termes de déchets, quand on passe d'une limite de concentration de 1000 mg kg à 500 mg par kilo, on va perdre 2,5 kg. C'est-à-dire on pourra recycler 455 kg de plastique. Et on va passer de 455 à 452,5 kg. Voilà. Si on augmente le taux de collecte de 50 à 75%, en gardant la même limite de concentration initiale de 1000 mg par kilo, le taux de plastique recyclé va monter à 682,5 kg. D'accord ? En gris, c'est le plastique qui est pas recyclé, donc il va se retrouver typiquement dans les décharges. Donc lui, en augmentant le taux de collecte, il passe de 500 kg, puisqu'on collectait à 50%, à 250 kg, puisqu'ici on collecte à 75%. D'accord ? Bon, ça c'est le plastique. Ça, maintenant, la substance concernée, c'est-à-dire un POP, eh bien, dans le premier cas, donc situation initiale, on suppose que les POP séparés, c'est-à-dire les fractions les plus traitées, les plus bromées, sont mises de côté et partent à l'incinération. Donc, dans le premier cas, on va détruire, incinérer 4,5 kg de POP. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire j'abaisse ma limite de concentration, on va détruire 4,75 kg de POP, donc on a gagné un peu. Et dans le cas où j'augmente ma collecte jusqu'à 75%, avec la même limite initiale, on va détruire 6,75 kg de POP. Donc le plus important, c'est de collecter. Et en Europe, on a ce problème de collecte insuffisant. Donc il y a des campagnes télévisées en permanence, etc. Les éco-organismes dont je vais parler sont obligés de le faire. C'est dans leur cahier des charges. Il faut convaincre la population de mettre les équipements électriques, électroniques, etc., dans des systèmes de collecte séparés. Une fois qu'ils sont dans les ordures ménagères générales, c'est perdu. Et si ça part en décharge, eh bien, les lixiviats de décharge contiennent des POP qui vont dans le milieu naturel, qui partent dans la biosphère. Et donc, comme le docteur Kay l'a montré, ça finit par circuler sur la Terre entière. Donc, il faut mieux augmenter le taux de collecte que baisser les limites. Le législateur, il a tendance à baisser toujours les limites, laver plus blanc, comme on dit. C'est bien, mais en réalité, il faut aussi que les consommateurs, les recycleurs, les vendeurs, ceux qui gagnent de l'argent en vendant ces produits, fassent chacun leur part d'effort pour que le taux de collecte augmente et que ces matériaux soient correctement recyclés. Alors, troisième conséquence, échantillonnage représentatif. Ce sont des questions pratiques, c'est-à-dire un recycleur produit un lot de plastique, il doit montrer à son acheteur qu'il contient moins de 1000 mg kg. Comme on l'a vu, avec cette distribution asymétrique, c'est pas facile. Bon, la réponse, elle est là. C'est-à-dire, c'est 17e siècle, Bernoulli, c'est les tirages aléatoires, les boules blanches et les boules rouges. Donc, j'ai une population de boules, j'ai 1%, 10% de boules rouges. Si je tire 20 boules, qu'est-ce que j'aurai comme... J'aurai un certain nombre de boules rouges et de boules blanches. Si je retire 20 boules, j'aurai un autre, le plus souvent, c'est la loterie. Vous n'allez pas tirer, vous n'allez pas avoir la même fraction de boules. Ça va varier d'un échantillon à l'autre. Donc, c'est ce qui est représenté ici, dans ce cas-là, c'est-à-dire... donc, j'ai une population où j'ai 5% de particules rares, c'est-à-dire de boules rouges. Je tire 200 boules. Bon, j'arrive pas trop à lire parce que je suis un peu sur l'angle là. Donc, si je répète ce tirage de 200 boules, je vais avoir parfois une ou deux boules rouges, en moyenne 10 boules rouges, puisque 5% de 200 boules, ça fait 10 boules. Mais j'aurai parfois 15, 18 boules rouges. Voilà, c'est la variation. Donc, la moyenne, elle est exacte, mais vous avez une variation
assez importante. Je n'arrive pas à lire les chiffres là, mais je vois. Si vous prenez, si vous voulez, l'intervalle de confiance à plus ou moins 95%, vous allez avoir entre 3 ou 4 boules rouges et 14-15 boules rouges. Si vous répétez, si vous répétez l'échantillonnage. Si vous augmentez la taille de votre échantillon, c'est-à-dire ici je prends 2000 boules et pas 200 boules, évidemment j'ai une meilleure représentativité, puisque j'ai plus de chances que le nombre de boules rouges dans mon échantillon, la proportion des boules rouges soit la même que dans la population. Donc, et plus j'augmente la taille de l'échantillon, plus la distribution des résultats, si je répète l'échantillon, se resserre. Donc la précision de mon échantillonnage est meilleure. D'accord ? Alors, on choisit typiquement une précision de 10%. Ce sont les carrés verts, là. Donc, on détermine le nombre de particules à prendre par la loi binomiale en fonction de la fréquence des particules rares par ce niveau cet intervalle de confiance que l'on veut dans l'échantillonnage. Alors, tout ça se trouve dans la littérature qui a été publiée. Je vais directement aux conclusions. C'est que vous devez, pour avoir 10% de variabilité dans vos échantillons, vous devez utiliser cette formule. C'est-à-dire, si j'ai 1% de boules rouges, P, c'est la fréquence des particules rares, donc le pourcentage de boules rouges, mais exprimé en fraction, donc 0,01, 1%. Pour avoir, si je répète mon échantillonnage dans cette population à 1% de particules rares, il faut que je prenne n égale 100 sur P, c'est-à-dire 100 divisé par 0,01, donc ça fait 100 fois 100, donc ça fait 10 000. Il faut que je prenne un échantillon de 10 000 boules pour être sûr, avec une répétition de 10%, que j'ai bien la même fréquence de particules rares dans mon échantillon que dans ma population. À partir du moment où j'ai le nombre de particules, la masse de l'échantillon est égale au nombre de particules fois la masse d'une particule. Je parle de broyat d'articles. Donc, si une particule a une masse de 10 grammes et que dans le cas précédent, on avait calculé pour une fréquence d'1 millième n égale 100 000, eh bien, la masse de l'échantillon doit être 100 000 fois 10 grammes, donc 1 million de grammes, donc une tonne. Vous voyez, c'est pas je prends un seau, même au hasard, etc., dans un gisement. Non, non, c'est une tonne, c'est-à-dire vous devez organiser un échantillonnage et vous ne pouvez pas réduire cette masse d'une tonne si vous n'avez pas rebroyé, recréé des particules, remélangé, pour reprendre de nouveau, dans cet exemple-ci, 100 000 particules. Vous voyez, c'est une chaîne, voilà. J'avance. Donc, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Donc, la chaîne, c'est ça, c'est-à-dire, j'ai le gisement, je dois broyer, donc je crée des particules. Je peux prendre un sous-échantillon, parce que j'ai beaucoup de particules. Je dois rebroyer, je reprends un sous-échantillon. Et c'est logique, puisque on part de 50 tonnes, 100 tonnes des lots, on prélève une tonne, et à la fin, le laboratoire, il va utiliser dans son extracteur entre 0 et 1 gramme. Et oui, vous devez évidemment préparer en détail l'échantillon et le broyer, le mélanger à chaque étape. Sinon, c'est impossible que ce gramme, à la fin, il représente 100 tonnes. Bon, donc je reviens en arrière. Alors, on a... le problème, c'est de comment connaître la fraction des particules rares. Hein, puisque tout est... Je retourne en arrière. Donc, n égale 100 sur P, m égale n fois la masse. Donc, l'inconnu là-dedans, c'est P. Alors, finalement, on a de la chance. C'est-à-dire que, je vous laisse lire, on a deux grandeurs. On a la concentration fonctionnelle en additif, c'est-à-dire, par exemple, on sait qu'un retardateur de flamme doit être utilisé à 10%, 100 000 mg/kg. Ça se trouve dans les catalogues des producteurs. Et on connaît la concentration moyenne que ne doit pas dépasser un lot pour pouvoir être recyclé, la limite de concentration.
Donc finalement, par un calcul simple, c'est-à-dire que la fraction non contaminée, c'est 1 moins P. La fraction contaminée, c'est P, la fraction des particules rares qu'on cherche, fois la concentration fonctionnelle. Donc on a que la concentration moyenne de la population, c'est P fois CF. On a une limite, et donc on n'a donc que P fois CF, c'est-à-dire la concentration moyenne, doit être inférieure à la limite de concentration. Et donc finalement, P est inférieur à la limite de concentration sur la concentration fonctionnelle. J'espère ne pas vous avoir perdu. Exemple concret. Décabromodyphényl éther, limite de concentration dans les recyclables 350 mg par kilo, c'était un des premiers tableaux qu'on a vu. Concentration fonctionnelle 10%, 100 000 mg par kilo. P égale LC sur CF, 0,035. N égale 100 sur P, il me faut 28 500 particules pour être sûr d'échantillonner correctement ce lot. Et si j'ai 10 grammes par particule, donc de plastique déjà broyé, j'ai un échantillon pour labo. En pratique, on va le rebroyer sur site parce que beaucoup de labos n'acceptent pas des échantillons de cette taille, de 285 kg. Voilà, ce n'est pas 5 kg dans un sac qui partent au labo vite fait, c'est tout un travail qui aboutit à des échantillons représentatifs. Sinon, et on l'a vu dans tous les éco-organismes en France, vous avez 9 fois sur 10 des teneurs très basses, et puis tout d'un coup, vous avez un échantillon qui est au-dessus du lot, et qui montre que le lot, qui entre-temps souvent a déjà suivi sa vie, ne doit pas être recyclé. Alors, c'est une erreur de labo. Mais non, parce que bon, parfois on va au labo, on vérifie. Enfin, une erreur, il faut démontrer factuellement l'erreur. Il y a eu une transcription erronée manuelle, mais aujourd'hui dans les labos, vous avez une chaîne électronique continue depuis le devis, la commande, la constitution de la liste des analyses, l'analyseur, le résultat de l'analyseur, les dilutions, la masse, la prise d'essai et le résultat. Donc, il n'y a plus des techniciens qui sont là avec du cahier ou des calculettes, puisque quand on fait de la saisie manuelle de données, il y a 1 à 2% d'erreur. Donc ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, ce sont des chaînes électroniques continues. Donc, il faut montrer. Et non, ce sont en fait, de temps en temps, si vous prenez des petits échantillons, 9 fois sur 10, vous n'aurez pas les particules rares. Donc, ça vous est dans les 90% à zéro. Et puis, de temps en temps, vous aurez un échantillon avec une particule rare. Pim, 2000, 3000, 5000. Alors que vous étiez à 5, 6, 7, 8. Donc, ce n'est pas le labo qui s'est trompé, ce n'est pas une aberration. Si vous avez regardé les présentations dans l'air, dans l'eau, vous aviez chaque fois, donc là je m'adresse à Bégonia, vous avez chaque fois certaines teneurs maximales que les analystes n'aiment pas, qu'ils éliminent parce que les distributions ne sont plus gaussiennes, donc vous ne pouvez plus faire la statistique classique. Test de comparaison de moyenne, test de Tukey, etc. Donc, mais ce ne sont pas des erreurs, à moins qu'on prouve que le labo s'est trompé, qu'on a, je ne sais pas comment, mais non, ce sont des données qui existent, qui ne plaisent pas, mais en fait, on se rend compte que chaque fois que l'homme intervient dans un milieu naturel, sur un processus, on a ce genre de distribution. On va avoir quelques points concentrés, et puis avant ça, une distribution qui va s'étaler. Voilà, donc ce ne sont pas des erreurs, ce sont des réalités. Alors, je passe au traitement. Donc, ça c'est donc du texte, c'est copié du guide de l'UNEP, Programme des Nations Unies pour l'environnement, sur le traitement des POP. Donc, il y a 4 opérations qui sont acceptées. Le traitement physico-chimique, c'est-à-dire une transformation irréversible, bon, ça c'est vraiment des choses spécialisées où on commence pour certains phtalates, on commence pour certains retardateurs de flamme, et bon, la rentabilité est toujours très... Ça se fait dans les labos universitaires, ça ne se fait pas dans l'industrie, on va dire aujourd'hui. L'incinération, et donc c'est après validation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des essais très solides de teneur dans les fumées, voilà, pour vérifier les performances effectives
de l'incinérateur, donc 850 degrés, 2 secondes, régime turbulent, etc. Refroidissement rapide des fumées pour éviter la formation des dioxines et furanes. Voilà, c'est toute une technologie. Donc, il faut valider, ce n'est pas n'importe quel incinérateur. Utilisation comme combustible, donc typiquement dans le monde, ce sont les cimenteries. Vous avez 7 ou 9 cimenteries en Tunisie, donc voilà, il y aurait des possibilités. Il faut valider, c'est-à-dire faire un essai où on entre une quantité de plastique connue, vous voyez l'importance de l'échantillonnage, hein, parce que, voilà, hétérogène, et on analyse donc les fumées, les résidus d'épuration de fumée, les cendres, voilà, et pour vérifier que la destruction des POP est effective, que vous ne créez pas, en détruisant des retardateurs de flamme bromée, que vous ne créez pas des dioxines et furanes chlorés, bromés et mixtes chlorés, bromés, ce qui en fait, il y en a 5000, je crois, les chlorés, bromés. Bon, voilà, donc tout ça, ça doit se faire par la science, mais vous avez certainement des labos et des bureaux d'études qui sont capables. Et vous avez aussi, donc, en des opérations de métallurgie, voilà, une possibilité. Donc, je continue. Alors, donc, il faut, quand vous avez des lots de plastique identifiés, il faut emballer, et je pense en particulier au polystyrène, hein, qui contient donc de l'HBCDD, certains. Donc, l'hexabromocylchlordodécane. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 5-6 ans, il y a une tour qui a brûlé à Londres. Donc une tour qui était isolée par l'extérieur. Donc on fait un immeuble en béton et puis on colle du polystyrène à l'extérieur. Ça coupe tous les ponts thermiques, donc thermiquement c'est très bien. Le problème c'est que vous imaginez si ça prend feu en bas, vous avez une colonne de combustible pour l'incendie. Donc tous les 5 étages, il faut mettre du polystyrène bromé qui va arrêter. Donc ça va être tumescent, c'est-à-dire la flamme va être... Le polystyrène va devenir un peu liquide, il va couler sur la flamme. Ça ne va pas tout à fait éteindre, mais ça va arrêter la propagation rapide. Et donc, les pompiers ont le temps d'intervenir, etc. Donc, il y a, pas, dans les immeubles en Europe, je ne sais pas ici, du polystyrène bromé. Alors, Roland vous a montré un test de terrain, voilà, je ne reviens pas là-dessus pour savoir, parce qu'il existe aujourd'hui enfin, quand j'ai dit polystyrène bromé, il y a du polystyrène qui contient de l'hexabromocylchlordodécane, et l'industrie a fait du polystyrène où le brome est directement greffé sur la chaîne du polymère styrénique. Donc ce n'est pas POP, ça ne se libère pas. Donc le problème de l'hexabromocylchlordodécane, c'est qu'en fait, il n'est pas fixé par des liens covalents au polystyrène, et donc, par exemple, en décharge, il va lentement éluer et partir dans les lixiviats de décharge. Donc l'industrie a fait comme substitut du polystyrène avec un lien covalent carbone-brome fixe. Il y a aussi d'autres, ils appellent ça des additifs réactifs. Il y a aussi d'autres substituts. Donc, je reviens sur le sujet de la DIA. Donc, l'emballage, c'est que quand vous transportez du polystyrène, vous comprenez bien qu'il faut l'emballer. Sinon, ça s'envole du camion, tout simplement. Que ce soit avant tri ou après tri. Étiquetage à trier, si ce n'est pas trié. Alors, les déchets normalement non dangereux avant tri, l'hexabromocylchlordodécane, donc le retardateur de flamme du polystyrène, normalement n'est pas dangereux puisqu'il a une concentration fonctionnelle qui est là, donc environ entre 9000 et 14 000 mg/kg. C'est moins que les polybromodiphényléthaires. Le DKBDE, lui, n'a pas de mention de danger, mais il a une mention persistant, bioaccumulable, toxique, polluant organique persistant et substance hautement préoccupante. Bon, ça, ce sont des règles européennes, j'insiste pas. On trie les plastiques. La fraction dense, je vais vous montrer une machine ensuite. Il faut l'étiqueter à incinérer et puis il faut faire un transport vers un incinérateur qui doit être un transport conforme aux déchets dangereux si les teneurs, en fonction des teneurs. Donc, je n'insiste pas sur cette question de transport maintenant. Alors, le tri, donc vous avez ici, ça c'est une image d'un brevet
américain qui est tombé dans le domaine public, mais les principes sont toujours les mêmes. Donc vous avez un mélange de fractions denses et noires et pas denses claires. Une flottation, donc c'est un bain dont la densité est ajustée en Europe à 1,1 kg par litre. Entre autres, il y a une société franco-belge qui a développé ça depuis les années 80, qui a vendu des machines au Japon, qui en vend dans le monde, etc., qui a plus des machines qui tournent partout. Donc vous avez une suspension et donc les particules denses tombent et les particules légères flottent. Voilà. Donc ça c'est bon, ça c'est un peu la théorie parce que si vous avez une vis ou un boulon dans une particule légère, évidemment elle va tomber, etc. En fait, vous imaginez qu'à l'échelle de milliers de tonnes, c'est plus compliqué que ce qui est là. Donc ici vous avez un égouttage de la suspension qui est reprise, qui est réinjectée ici, voilà, etc. Donc ce sont des machines qui tournent. Alors pourquoi cette densité? Donc ici vous avez en X des densités, la densité des matières plastiques additivées, donc de 0,9 à 1,4 kg par litre. Et ici, donc le polypropylène, le low density polyéthylène, donc polyéthylène basse densité, polyéthylène haute densité, vous voyez, qui sont inférieurs à 1. Donc, ce sont ceux-là qui flottent, ce sont ceux-là qu'on retrouve dans la mer ou dans les rivières. Tous les autres, dans une rivière, ils sont censés couler, à moins que ce soit une bouteille plastique qui contienne de l'air et qui avec son bouchon fermé. Voilà, celui-là, il va flotter, mais sinon, il coule. Alors, ensuite, vous avez le PP20, c'est du polypropylène avec 20% de talc. On trouve ça dans les meubles de jardin, par exemple. Puisque le polypropylène, c'est une matière chère, donc on le dilue, entre guillemets, au talc. Alors, high impact polystyrène, donc c'est le polystyrène choc, c'est le polystyrène des caisses de télévision, d'articles ménagers, d'ordinateurs, c'est-à-dire bon, c'est du polystyrène choc qui ne va pas casser facilement. Acrylonitrile butadiène styrène, donc un autre plastique, des mélanges polypropylène et polystyrène, etc. Voilà, donc c'est classé par ordre de densité. Bon, pour info, vous voyez le PVC dur, il est très loin, il est très lourd. Le PVC, pardon, le polycarbonate, voilà, ils sont lourds. Le PVC, soft PVC, donc c'est le PVC avec des plastifiants, voilà, il est plus dense aussi. Donc vous voyez qu'on peut séparer. Et donc typiquement, l'industrie en Europe, elle a mis la limite à 1,1 kg par litre. Et donc elle a en flottant ce qui est à gauche et en coulant ce qui est à droite. Je reviens sur la diapo précédente. Donc ce qui va flotter ici, voilà, c'est le polyéthylène. Le polyéthylène n'a pas de valeur. Le polypropylène a de la valeur et le polystyrène a de la valeur. Et donc je retourne. Vous voyez qu'ici, on va avoir le polypropylène, le polystyrène, un mélange PPE-PS. Voilà, ce sont les plastiques et on va avoir l'ABS. Après, il faut des séparations. C'est encore un mélange de plastique, donc il faut une séparation. Ça se fait par tribo. Enfin, on fournit l'électricité statique aux échantillons séchés et on les sépare suivant un champ électrique. Bon, c'est hors du sujet ici. Mais donc voilà, il faut encore, on a une fraction mélangée. Vous voyez avec ce graphe qu'on va avoir plusieurs types de plastiques qui vont se retrouver dans la fraction légère. Alors, donc je continue sur la gestion. Donc on peut faire un stockage, toujours selon le guide UNEP, on peut faire un stockage temporaire, puisqu'évidemment, par exemple, un collecteur de déchets, bon, il a besoin de stocker jusqu'à pouvoir faire 1 camion, 5 camions, etc. Donc voilà, alors les autorités doivent fixer des volumes donnés, des temps de résidence, etc., pour éviter les dérives donc qui sont arrivées en Europe de gens qui accumulent, qui encaissent l'argent du traitement des déchets, qui encaissent, et puis qui laissent tout, et qui s'en vont.
ou qui ça atteint des quantités telles, un jour il y a un incendie, enfin voilà, que des problèmes, de la très mauvaise gestion. Donc il faut fixer des règles de maximum de stockage. Pas de stockage dans des décharges permanentes, puisque ça finit par lixivier, c'est montré, donc uniquement dans des incinérateurs après validation, comme je vous ai déjà dit. Alors, j'arrive vers la fin, donc c'est un peu plus politique. Alors, les déchets contiennent des parties rentables, hein, le fer, l'aluminium, le cuivre, les circuits électroniques, et des parties non rentables. Bon, qui va gérer les parties non rentables? Alors, à l'échelle mondiale, la solution réussie consiste à inscrire dans la loi le principe de la responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire ou des metteurs sur le marché, des importateurs, puisque ce sont ces personnes qui ont gagné de l'argent en vendant les produits. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de substances POP dans les produits qui arrivent aujourd'hui, enfin, sauf exception, puisque ces substances sont interdites et l'industrie a toujours pris de l'avance. Mais on est obligé de gérer le passé, l'héritage. C'est des télévisions qui ont 20 ans, des véhicules qui ont 25 ans, 30 ans, où ces substances n'étaient pas encore interdites. Donc, il faut obliger les parties prenantes à la mise en œuvre de cette responsabilité élargie par une ou plusieurs organisations de responsabilité des producteurs, d'une part, puisque c'est eux qui, comme ils ont gagné de l'argent, c'est eux qui doivent organiser la collecte et le recyclage, et les recycleurs doivent être certifiés. Hein, vous avez tout un système de certification qui se développe à l'échelle mondiale où il y a des inspecteurs qui viennent vérifier que telle entreprise a bien les capacités de traiter correctement tel flux. Et donc, l'organisation des producteurs qui a organisé la collecte peut envoyer les déchets vers ce recycleur. Alors, pour ce faire, dans certains cas, l'État donne le droit aux entreprises privées à but non lucratif, non, donne le droit à une entreprise privée qui a un but non lucratif, qui est créée, cette entreprise, elle est créée pour organiser la collecte de l'argent et financer les coûts de collecte, de transport, d'entreposage, de tri et traitement de ces déchets. Je m'excuse, la phrase est mal rédigée, mais donc l'idée, c'est qu'il y ait une société privée qui a des buts précis fixés par la loi et qui a le droit de collecter une taxe. L'État définit les objectifs, quantité, taux de collecte, etc. Est-ce qu'il faut un point de collecte par commune, etc. Et contrôle les résultats. Généralement, les objectifs sont négociés avec les professionnels pour être réalistes. Hein, c'est-à-dire, bon, par exemple, un taux de collecte des vieux équipements électriques, bon, je ne sais pas, la première année, ce sera peut-être 15%. Hein, on ne peut pas atteindre directement 50% ou plus. Alors, les ORP, c'est-à-dire les organismes de responsabilité des producteurs à but non lucratif, sont acceptés après une procédure d'appel d'offres pour qu'il y ait une libre concurrence et doivent rendre des comptes 1 à 4 fois par an sur les tonnages, les objectifs, etc. Afin de vérifier qu'ils ne sont pas en train de ne pas travailler ou qu'ils sont très loin de leurs objectifs ou qu'ils les ont dépassés, pourquoi pas. Alors, l'expérience montre que la gouvernance de ces sociétés privées, les organisations de responsabilité des producteurs, doit inclure les recycleurs et le secteur informel. S'il n'y a que l'industrie productrice vendeuse, vous avez des problèmes. Je vous donne deux cas. Donc un cas où il y a un organisme, c'est des cas français, l'éco-organisme Écosystème, qui est en procès avec un recycleur, enfin un réparateur qui s'appelle Envie, qui utilise des personnes en insertion professionnelle, qui le forment. Donc c'est des gens qui collectent dans les déchetteries des machines à laver, des frigos, les réparent ou pas et les remettent en vente avec un certificat. Bon, personnellement, ma machine à laver, elle vient de là-bas, par exemple. Bon, eh bien, Écosystème veut avoir la propriété du métal, du cuivre, du fer, etc., des machines à laver
qu'Envie récupère en déchetterie et qu'ils n'arrivent pas à recycler. Et Envie dit non, écoutez, nous on a fait tous les frais d'études, etc., de traitement, de collecte. Donc non, la matière, elle est pour nous. Et bon, mais ça part en procès. Un autre cas, donc c'est Renault en France qui fait son propre système de responsabilité élargie du producteur. Ils ont le droit, selon la directive cadre déchets. Et donc, ils passent des contrats avec des broyeurs automobiles en disant, à un moment, vous allez broyer que des Renault et les marques associées. Et là, bon, d'accord. Mais là où ça va plus, c'est que Renault dit, je suis propriétaire des matières sortantes, la fraction valorisable, pas la fraction non, ça ils n'en parlent pas, hein, la fraction non rentable, là, voilà. Mais je suis propriétaire du fer, du cuivre, parce que ça devient stratégique aujourd'hui, et c'est moi qui vous fixe les prix de rachat. Et donc, FEDEREC, la Fédération des entreprises de recyclage en France, est en procès avec Renault, puisque c'est pas possible. C'est-à-dire le client, il ne vous oblige à travailler qu'avec lui, et il fixe lui-même le prix d'achat. Et donc le débat, c'est qui est propriétaire de la matière. Et bon, moi je pense que c'est le recycleur, c'est-à-dire il a fait tout l'effort. Le producteur, il a déjà gagné sa vie, entre guillemets, voilà. Il ne peut pas dire, voilà, j'ai une Renault, mais vous me l'avez vendue, vous ne pouvez pas, après, bon, elle est en fin de vie, je la mets dans un centre chez un broyeur automobile, Renault ne peut pas dire, attendez, c'est à moi. Non, c'était à vous, c'est plus à vous. Voilà, c'est à celui qui a collecté, trié, enlevé les pneus, les batteries, les big bags, fait tout dépolluer, l'essence, le carburant, broyer les métaux, séparer le cuivre parce qu'on ne veut pas de cuivre dans l'acier, traiter les plastiques, etc. Voilà, et tout ça, ça coûte pas zéro, hein. Donc voilà, vous voyez, il y a des conflits. C'est pas une solution super miracle. Et donc, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que la gouvernance doit inclure toutes les parties. Ce n'est pas que les metteurs sur le marché. C'est d'ailleurs écrit comme ça dans la directive cadre déchets. Et il y a une autre question qui se pose. Il y a une mission parlementaire récente en France qui a remis un rapport. C'est le réemploi, donc qui est quelque chose qu'on veut favoriser puisque c'est le plus économe de carbone et de gaz à effet de serre. Réparer un téléphone, réparer un ordinateur, réparer une machine à laver, c'est beaucoup moins coûteux pour la planète que d'en broyer une, de recycler, ce qui est très vertueux, mais d'en faire une autre. Donc le réemploi doit-il être géré par les organismes de responsabilité du producteur, c'est-à-dire ceux qui vendent des machines neuves, parce qu'évidemment, bon, on va vous dire, bon, enfin, je sais pas chez vous, mais chez nous, c'est oui, mais attendez, monsieur, vous savez, votre machine, là, il faudra la réparer, ça va coûter 300 €. Mais pour 350 €, vous en avez une neuve ici. Hein, qu'est-ce que vous choisissez? Bon, voilà. Donc, le vendeur, il ne va pas favoriser le réemploi. Enfin, s'il est dans sa logique à lui. Donc, il y a des discussions. Est-ce que le réemploi doit être géré par ces mêmes sociétés ou pas? Bon. Alors, donc il y a, voilà, ça c'est une suggestion. Bon, je répète un peu. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de documentation technique sur tout ça. Voilà, c'est facile. Alors, est-ce que ce système existe en Tunisie? Ça m'intéresse de savoir. Est-ce qu'il y a des groupes de travail par secteur avec les parties prenantes? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que c'est déjà réalisé? Et bon, est-ce qu'il y a un règlement? Voilà, ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez réussi à faire, parce que voilà, en Europe, ça a été une construction d'au moins 30-40 ans, voilà, c'est pas si évident. Alors, je conclus. Donc, la gestion des produits en fin de vie pouvant contenir des POP, donc qui est une fraction non rentable, nécessite un système de collecte séparé, un système de traitement, un système de destruction, une chaîne de responsabilité, une chaîne de financement et une chaîne de certification. Voilà, donc c'est sûr que c'est lourd, c'est du travail, mais au total, ça avance. Alors vous avez, bon, j'ai favorisé mes propres publications, donc je m'en excuse, mais elles sont toutes en libre accès, donc voilà, elles sont toutes disponibles. Et vous trouverez quasiment toutes les données que je vous ai présentées ici.
Voilà. Merci.